5. Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Voilà bientôt 2 ans que nous nous retrouvons tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. De la QVT bullshit, du vécu des travailleurs coupé au couteau, de la marque employeur en veux-tu, en voilà. Chez Wunjo, nous avons décidé de prendre le sujet en main, de prendre la parole et de redonner à la QVT des lettres de noblesse. Nous sommes un peu les colibris, j'ai envie de dire, de la vraie QVT, celle qui honore le vécu des travailleurs, celle qui œuvre à concilier la performance sociale, la performance RH et la performance économique, la performance opérationnelle. Je m'appelle Emmanuelle Bessez et j'ai le bonheur de diriger Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Nous sommes nés il y a un peu plus de 20 ans dans la grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise un petit peu atypique, d'abord parce que nous avons une raison d'être très forte, qui est celle d'humaniser la vie au travail et d'aider tous nos clients à fluidifier leur coopération professionnelle, mais aussi parce que notre mode de gouvernance est partagé et que l'ensemble de la richesse que nous créons est totalement redistribué auprès de nos parties prenantes internes et externes. Le SAV de la QVT est une occasion pour nous de réaliser de l'éducation populaire et d'offrir de manière complètement gracieuse le partage de nos convictions et de bonnes pratiques. Le sujet du jour me tient particulièrement à cœur et il est un sujet véritablement d'actualité, un sujet conjoncturel. J'ai le bonheur pour pouvoir traiter ce sujet aujourd'hui d'accueillir Magali Ostruy-Barras. Bonjour Magali. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Alors ça me fait vraiment plaisir Maga, parce que moi je t'appelle Maga depuis le temps qu'on se connaît, de t'accueillir pour ce SAV, parce que je disais qu'on était une boîte un peu atypique. On a au sein du collectif d'indépendants qui œuvrent sur le terrain pour nous, plein de profils divers et variés. Et alors un profil comme le tien, c'est super chouette parce que Magali, elle est à la fois juriste de formation, DRH pendant de nombreuses années, elle a occupé des postes stratégiques au sein de comités de direction. Magali, elle est devenue, il y a 6 ans, entrepreneur. Aujourd'hui, elle a une double casquette, une casquette d'indépendante, où elle est consultante, formatrice en qualité de vie au travail et coach professionnel certifié. Et en parallèle de ça, elle dirige une entreprise qui s'appelle JFS, Job for Students, qui permet de réaliser des matchings gagnants entre des employeurs et des candidats sur le principe d'un matching affinitaire pour faire en sorte que les gens se rencontrent, les humains se rencontrent et qu'une personne physique et une personne morale se rencontrent sur la base d'affinités communes, de valeurs, de compétences comportementales et aussi dans la promesse de vivre une expérience ensemble qui soit fructueuse et vertueuse. Et c'était important pour moi de vous raconter avec mes mots, tu corrigeras Maga si jamais c'est pas juste. Non, je suis prête à t'embaucher. Ouais, ah super. Ouais. C'était important pour moi de vous la présenter comme ça, Magali, parce que elle fait partie de ces très rares professionnels en France qui arrivent à faire une jonction extrêmement fine et extrêmement pertinente entre qualité de vie au travail et RH recrutement et notamment marque employeur. Sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Il peut paraître assez évident d'engager une démarche qualité de vie au travail quand on décide de travailler sur la marque employeur. Si cela peut paraître assez évident, ce qu'on voit nous aujourd'hui sur le terrain, c'est que les démarches sont soit lancées un peu à la va-vite, soit uniquement finalement focalisées sur un enjeu de communication externe qui voudrait que la marque de l'entreprise en posture de recrutement puisse être extrêmement dorée, attractive, sexy. Et finalement, on se met à valoriser en externe une promesse, des éléments de communication qui sont en déconnexion, qui ne sont pas corrélés avec ce qui est vécu dans l'entreprise. C'est ce sujet-là qu'on va traiter avec Magali, voir comment est-ce qu'une organisation qui cherche à ouvrir ses portes à de nouveaux talents, comment est-ce qu'elle peut identifier ce qui fait sa force, ce qui fait la véritable attractivité de sa marque, avec beaucoup de sincérité, et comment tout ça, on peut le traduire dans un discours de recrutement, dans un processus aussi de recrutement, pour attirer à soi les bons talents. Et quand je dis les bons, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est ceux qui correspondent à l'entreprise et que l'entreprise puisse correspondre aussi à la future recrue.
On va aborder tous ces sujets pendant les 45 minutes qui nous attendent. Comme d'habitude, à chaque fois sur ce SAV, vous avez avec nous Marco, notre standardiste un peu farfelu, qui au fur et à mesure des SAV commence un peu à se lâcher, qui commence à avoir un peu ses running gags. Ben voilà, Marco, il est là pour vous, cher public, dans le chat, si vous voulez déposer des messages. Des commentaires, des réactions, des questions, ce que vous voulez. Marco se fera votre voix, votre porte-parole pour nous interrompre dès que nécessaire. L'émission est en live, cependant, elle est également enregistrée et vous recevrez de la part de Webikeo le lien vers le replay et puis un petit document PDF qui vous permettra de retrouver les informations utiles. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Bon, c'est ce qui me venait en tout cas dans l'instant. SAV de la QVT numéro 20, c'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, eh bien écoutez, ça commence bien. On va pas dire que ça commence bien. On va poser la question à Magali. Magali, il paraît que recruter, c'est séduire. Et fidéliser, c'est tenir ses promesses. Est-ce que tu es aligné avec ça, Magali? Alors écoute Marco, moi personnellement, non seulement je suis alignée, mais en plus je pense que c'est un assez bon résumé de ma conviction profonde, c'est le premier point, mais surtout de ce que j'ai pu constater sur le terrain. Aujourd'hui, en fait, on le sait, le monde du travail, on en entend parler absolument partout, il est en train de se transformer profondément. Et l'époque où la rémunération, la sécurité de l'emploi était suffisante pour garder ses collaborateurs, très clairement, elle est révolue. Et depuis assez longtemps. En parallèle de ça, on entend beaucoup parler de marque employeur sans forcément que ça soit très très bien défini. On en parle comme un enjeu stratégique. On l'associe beaucoup à des actions de marketing et de communication. Mais au final, je pense que c'est d'ailleurs une des principales erreurs qu'on a aujourd'hui. C'est trop souvent perçu et utilisé comme un simple outil de communication. Pour moi, une marque employeur forte, elle repose pas juste sur des belles campagnes marketing qui vont permettre d'attirer des gens, mais vraiment sur une expérience collaborateur authentique, une politique du coup QVT bien pensée, alignée avec ce qu'on est, avec les attentes des gens, pour pouvoir fidéliser. Parce que c'est bien beau d'attirer et de recruter, mais si on garde pas les gens derrière, ma grand-mère aurait dit que c'était de la confiture à des cochons, quoi. Voilà. Mais on est vraiment là-dedans. On parle beaucoup des attentes qui ont changé, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché, de ces personnes qui attendraient du sens, de l'équilibre, une expérience professionnelle épanouissante. Alors, je pourrais faire tout un webinaire, je pense que sur ce que je crois sur les différences générationnelles. Je pense pas que leurs attentes elles aient changé. Je pense en revanche qu'ils le communiquent, parce que en vrai, sur nos générations ou les précédentes, est-ce qu'il y en a aucun d'entre nous qui ne voulait pas être heureux dans son travail, aligné, etc. C'est juste qu'on a accepté que ça soit différent. Mais voilà, aujourd'hui, les personnes qui arrivent, elles osent le dire, elles osent l'espérer et le demander. Donc oui, effectivement, recruter, c'est séduire, fidéliser, c'est tenir ses promesses. Et très clairement, pour faire le lien, hein, si la qualité de vie au travail, elle n'est pas intégrée dans la stratégie de l'entreprise, ben, elle va non seulement peiner à recruter, mais également à fidéliser. Et c'est très souvent le nœud du problème. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Manu l'a dit, parce que toi, tu m'appelles Maga, mais moi, je t'appelle Manu, sur comment et pourquoi la QVT et la marque employeur, on ne peut pas finalement les séparer. À moins de vouloir investir sans chercher à obtenir le moindre ROI. Ça, c'est très clair. Et puis, j'ai envie de parler de comment on peut aussi valoriser son engagement en faveur de la QVT sans forcément faire des choses trop compliquées, trop complexes, parce que c'est aussi un sujet, ça fait peur. Et peut-être voir ensemble comment on peut identifier des actions qui seraient simples, accessibles pour toutes les entreprises, y compris pour les TPE, PME. Oui, je pense que ça va être hyper intéressant dans ce SAV qu'on puisse partager voilà, des convictions et une vision big picture, stratégie, etc. Puis qu'on descende au fur et à mesure sur des choses très, très concrètes. Parce que bon, voilà, il y a tellement d'expériences accumulées que ça mérite d'être partagé. Juste pour évacuer les sujets qui font un petit peu peur, Maga, tu vois, quand tu dis la qualité de vie au travail, elle doit être intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer, selon toi, concrètement, ce que ça veut dire intégrer dans la stratégie? Alors, je vais faire un parallèle avec d'autres sujets pour essayer de bien faire comprendre mon propos.
Peut-être avec des sujets plus connus, en tout cas depuis plus longtemps. On parle souvent de la culture sécurité d'une entreprise. Mm. Et moi, personnellement, c'est un terme contre lequel je me bats, parce qu'à partir du moment où on crée différentes cultures, Mm. et que c'est pas un tout intégré dans une Mm. pensée globale, et ben dès qu'il y a une difficulté, la culture secondaire, on l'abandonne. C'est un peu ça le sens de mon propos. Quand je dis intégrer dans la stratégie, c'est que imaginer la performance d'une manière un petit peu plus globale. Oui, on a besoin d'avoir des résultats financiers, de les obtenir, d'avoir des objectifs stratégiques de ce point de vue-là. Mais je pense qu'on peut rajouter dans cet objectif global, dans une seule et même phrase, en faisant son travail en sécurité et en valorisant la possibilité que chacun dispose d'une qualité de vie au travail. Après, on mettra l'adjectif qu'on veut, mais Mm. voilà, c'est en une seule et même phrase se Mm. dire que voilà, c'est pas un sujet, une couche supplémentaire dans le millefeuille, Mm. parce que bah, dès que ça va pas, du coup, on oublie, mais vraiment quelque chose de plus global C'est et intégratif. Ouais, ok. ouais, Ok. exactement. Et puis l'un sert l'autre en fait. J'imagine Ouais, qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ouais, et ça demande déjà une sacrée maturité de la part des directions d'entendre que la qualité de vie au travail, finalement, on en a fait une discipline, mais qu'à la base, il n'y a pas une seule organisation qui n'a pas envie que son personnel soit heureux et ait les moyens de bien faire son travail. Voilà, donc on est dans oui, cette... sinon ça relève de l'ordre de la maladie psychiatrique. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise, contrairement à ce qu'on peut penser, qui se c'est lève ça. un matin en disant alors, je vais gagner beaucoup d'argent, mais alors par contre, comment les gens se sentent et s'ils rentrent vivant chez eux, j'en ai rien à faire. Ça Ouais, n'existe pas en vrai, ça. ouais. Souvent, ils savent pas comment, Mm, mais ça, c'est un autre sujet. mm, Mais c'est faux de dire qu'ils s'en foutent. C'est mm, pas possible, en fait. mm, Ça reste des humains, en fait. Enfin, mm. Bon, et ça ferait assez moyen en marque employeur. Oh, oula, allez, service après-vente à QVT, bonjour, paf, 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 et bim, ça appelle. Oui, c'est. Bonjour Laurence, comment ça va? Oh, ça va. Oui, allez, ben, on va demander à Magali. Ouais, allez, ça marche. Quel lien peut-on faire entre QVT et marque employeur? C'est quoi le lien, toi, que tu fais, Magali, dans tout ça? alors, pour répondre à ta question, je vais partir d'un peu plus haut, qui est déjà la raison d'être de travailler sur la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Il y a un principe que j'aime beaucoup, qui est beaucoup documenté aujourd'hui, qui est celui du principe de symétrie des attentions. Mm, Pendant très longtemps, on s'est concentré sur le bien-être, la satisfaction des clients pour pouvoir développer son chiffre d'affaires, sa performance, etc. Et on le sait aujourd'hui, l'équation elle est très simple. Satisfaction client égale satisfaction des collaborateurs parce que c'est eux qui vont travailler et des gens malheureux entre guillemets, hein, ils pourront jamais apporter à nos clients ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est le principe déjà de base. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour attirer ce type de personnes qui vont s'épanouir dans notre entreprise et les garder, il va falloir qu'on propose une réalité objective qui soit solide, réelle, parce qu'à défaut, c'est voué à l'échec. J'aimerais bien qu'on redéfinisse aussi un petit peu ce qu'est la marque employeur et sur quoi ça repose pour qu'on soit bien certain de partager la même notion. La marque employeur, pour moi, elle a trois facettes. Il y a le factuel, en gros, qu'est-ce que moi, entreprise, je propose concrètement mm, à mes collaborateurs. mm, Alors, on va parler des salaires, des avantages, mais également de ce que je leur fais vivre et donc de leur qualité de vie en interne. mm, Il y a la dimension symbolique également. En gros, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je veux incarner? Comment est-ce que je veux être perçu? Et puis, il y a le vécu. Il y a le ressenti des collaborateurs qui est tout aussi important. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dessus. Et grosso modo, de là découlent forcément les erreurs à ne pas commettre quand on veut se lancer dans une politique d'attractivité ou de marque employeur. C'est un, ne pas impliquer les collaborateurs, ne pas leur donner la parole. Ça, c'est l'erreur qu'on voit le plus fréquemment, qui fait tout à fait le lien avec le fait de manquer potentiellement d'authenticité, c'est-à-dire d'avoir un discours, mm, d'envoyer un message symbolique qui est mm, complètement déconnecté du factuel et encore plus du vécu des collaborateurs sur le terrain. Parce que grosso modo, si on fait une promesse employeur et qu'on attire des gens sur ces facteurs-là, et que dès le premier jour dans l'entreprise,
la personne elle constate que en fait c'était du vent, clairement, elle ne restera pas. Et donc il faudra recommencer, etc. La troisième erreur qu'on voit assez fréquemment, c'est penser en fait que c'est juste l'histoire de la direction ou des RH. Des RH, ouais. Parce qu'en fait, que ça soit la marque employeur, et ça c'est un nouveau lien, ou la QVT, c'est une co-responsabilité qui est partagée. L'entreprise, elle doit fournir des conditions, elle doit mettre en forme le message si on parle que de la marque employeur, mais ça doit avant tout reposer sur moi en tant que collaborateur, ce que je vis au quotidien, ce que je m'offre à moi-même, ce que j'offre aux autres, et ce que l'entreprise me propose. Et puis, le dernier point, c'est de ne pas avoir une marque employeur et finalement une marque commerciale qui soit alignée, quoi. Envoyer un message aux clients et en envoyer un autre aux personnes. L'équation dont je parlais au début, elle ne fonctionne plus. Donc oui, personnellement, je considère qu'il y a un lien très fort, très important. La marque employeur, si on ne veut pas en faire un outil uniquement de marketing, elle ne peut reposer que sur la démarche QVT et le vécu des collaborateurs au quotidien. J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Et alors pour le coup, je suis très alignée avec tout ce que tu racontes. Il y a ce double paradoxe quelque part, ce que je ressens et de ce que je vois sur le terrain. Le premier, c'est qu'on a besoin de recruter parce que les gens s'en vont. Et donc, la marque employeur devient une réponse aux besoins de recrutement, là où, à la base, si on coupait l'hémorragie au départ, des départs, justement, alors de l'absentéisme, déjà au départ, si on avait des salariés satisfaits, heureux de travailler dans leur boîte, fiers d'y être, etc., on aurait moins d'absence et de turnover, donc on aurait moins besoin de recrutement. Donc, on va développer une politique marque employeur et mettre énormément d'énergie, mandater les RH, créer des postes de recrutement, essayer de mobiliser tout le personnel, à aller chercher, chasser des nouveaux talents, là où finalement dans le seau dans lequel il y a tous nos collaborateurs, on n'a pas vu qu'il y avait des trous en dessous. Donc déjà, je trouve que pour moi, investir le sujet de la marque employeur, si on a de la conscience professionnelle, premier paradoxe, il faut pouvoir aller regarder de manière honnête les raisons pour lesquelles les gens s'absentent et s'en vont avant d'aller mettre de l'effort dans du recrutement, parce que finalement, tu remplis ton seau, mais ton seau, il se vide en permanence. C'est ça. Ouais, moi, j'allais parler de fondation qui repose sur du sable, mais oui, il y a un truc avec le sable, quand même. Ouais, on a besoin de vacances, peut-être, non? Peut-être ça. Ça, c'est le premier paradoxe que j'avais envie de partager. Et le deuxième, c'est que, encore une fois, on va développer une image de marque à l'extérieur pour aller séduire des candidats, mettre une énergie folle, de l'argent à déployer des dispositifs de communication externe sur parfois des marketing des offres d'emploi, acheter des espaces sur des sites de recrutement, sur des marketplaces de candidats, les salons, les forums, les trucs, les machins. Alors que si à la base, la marque employeur interne était forte, c'est-à-dire que si les salariés adoraient leur boîte, se sentaient appartenir au collectif de travail, trouver du sens dans leur boulot, en fait, ils seraient les premiers ambassadeurs en cas de besoin de recrutement pour des raisons X ou Y, des départs naturels ou une accélération d'activité qui suppose d'augmenter les effectifs. Mais en fait, si on travaillait la marque employeur interne correctement, grâce notamment à une démarche qualité du travail, on n'aurait pas besoin de marque employeur externe. Mais je te rejoins complètement. Et pour être tout à fait honnête, il m'arrive régulièrement de dire à certains de mes clients qui me posent des questions par rapport à l'attractivité et aux messages qu'ils ont envie d'envoyer de leur boîte, de dire on va commencer par regarder ce qui se passe en interne. Et puis, c'est pas si compliqué que ça. Comment est-ce qu'on fait? On pose la question aux gens, en fait. On s'intéresse à eux, vraiment. Il y a des moyens très simples. Moi, je préconise toujours de faire des entretiens de départ. Alors, c'est pas toujours très agréable. Ok. Mais pour autant, voilà. C'est quand même absolument nécessaire de savoir pourquoi les gens quittent la structure et le regarder en face pour pouvoir y répondre. Est-ce que c'est parce que les profils qu'on a recrutés étaient inadaptés? Est-ce qu'on a un véritable souci fondamental de QVT en interne? Parce que c'est pas forcément toujours le cas. Enfin, bref, comprendre. Après, tu le sais, l'autre outil pour moi qui peut vraiment nous aider sur ce sujet, et ce à quoi je crois, c'est aussi ce que tu portes. Et l'utilisation de ma QVT d'un point de vue plus collectif,
peut énormément aider, également du point de vue de la marque employeur, parce que ça permet réellement de faire un état des lieux de ce que vivent une équipe ou un collectif dans l'entreprise, et comprendre en fait comment répondre derrière potentiellement à ce turnover, pour ensuite seulement derrière aller développer une marque employeur qui soit alignée avec une réalité. Pour moi, effectivement, l'image du saut, elle est, voilà, c'est aller, c'est un peu une roue du hamster, quoi. Aller combler les trous, recruter, même si on a une campagne com parfaite, si derrière on n'a pas travaillé à ce que vit mon collaborateur au quotidien, ce que je lui propose, et etc., ben, en fait, ça sert à rien, quoi. Et moi, c'est très les rares cas où je vais Service après-vente à QVT, bonjour. Ah, des fois, il fait ça, c'est violent. Ça Hein, pousse, ça ouais. pousse, Violent. ça pousse. Oui, bonjour Maëlle. Oui. Ah. D'accord. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Allez, on va demander à Maga. Oui, il y a Maëlle là qui aimerait qu'on redéfinisse un peu le terme QVT ou QVCT, parce qu'elle entend, elle, beaucoup trop parler de dirigeants apparemment qui disent faire de la QVT, alors qu'ils ne font qu'organiser des séances de yoga dans leur entreprise. Bon, le yoga n'a jamais fait de mal à quiconque, hein, soyons clairs. Non, non, voilà. Le yoga, c'est un élément de satisfaction des collaborateurs et ça peut être un outil tout à fait agréable. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, alors je ne vais pas partir, il y a une définition légale, très peu de gens le savent, hein, qui existe depuis 2013. Il y a un AMI qui a été créé, qui a été remis à jour en 2020, qui a consacré, mais je ne vais pas rentrer sur le sujet, la notion de QVCT. Manu, on va pas rentrer là-dessus sur ce débat. Donc, il existe une définition légale. Ce qu'on peut retenir de cette définition, qui est très importante de ce point de vue-là et qui va un peu répondre à la question de Maëlle, c'est que la QVT, d'après les partenaires sociaux, donc les syndicats d'employeurs et les syndicats salariaux, c'est le fait de dire que c'est toutes les actions qui vont avoir comment dirais-je, un impact sur les conditions de travail des collaborateurs. Et il rappelle bien que ça soit d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que la politique de QVT, ça doit être un enjeu stratégique de l'entreprise, mais également au plus près de ce qu'on appelle le travail réel, donc du terrain. Ça, c'est le premier point. Alors, la définition légale, elle est importante parce qu'elle vient consacrer quelque chose qui a été constaté et sur le terrain et par les scientifiques. Moi, j'aime bien rappeler un peu la vision, tu le sais Manu, de Daniel Kahneman, notre seul prix Nobel psychologue, puisqu'il a eu un prix Nobel d'économie, qui, grosso modo, si on synthétise, rappelle que ce qui va réellement avoir un impact sur la qualité de vie des gens et donc sur leur épanouissement et donc sur leur engagement dans l'entreprise, c'est deux gros blocs. Un, les relations. À quel point, moi, en tant qu'individu, je suis considéré dans ma structure comme un être humain et pas simplement comme quelqu'un qui serait interchangeable. Alors l'idée, c'est pas se dire ouais, on est amis avec la terre entière, etc. C'est pas le sujet. Mais c'est à quel point moi j'arrive à développer des relations de confiance dans ma structure et une ambiance de travail et de soutien qui me permet d'évoluer. Ça, c'est la première grande partie. La deuxième, c'est les résultats. Et là, on en revient à l'enjeu même. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Une entreprise, c'est quelque chose, une structure qui cherche à obtenir des résultats, ne serait-ce que pour sa pérennité. Et on ne parle même pas de son développement. À l'intérieur de ça, il y a 4 grands sujets. C'est quelles sont les ressources dont je dispose pour pouvoir atteindre ces résultats? Est-ce que j'ai les ressources matérielles suffisantes? Est-ce que j'ai les ressources en termes de temps, etc. Et pareil, on pourrait faire tout un webinaire sur la notion de pression temporelle, etc. Le deuxième sujet, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, je préfère juste préciser. Il n'est absolument pas question de dire que tout le monde doit avoir un même niveau d'autonomie en permanence et tout le temps. Non seulement c'est illusoire, mais en plus c'est, pour moi, complètement contraire à la nature humaine. C'est-à-dire que chaque personne a un besoin et un niveau d'autonomie qui va être différent. C'est en gros comment la structure peut... Ah, j'ai plus de son. Ah, pas plus. On t'entend plus.
Ça, c'est le live. Non, on ne t'entend plus. Non, on ne t'entend plus. Bah, je vais prendre le relais, je vais rebondir le temps peut-être que tu sortes et que tu reviennes, Magali, ou que tu trouves une solution. Alors, le modèle, alors Magali, là, Maëlle, vous avez mis une pièce dans le jukebox de Magali parce qu'elle est intarissable sur le sujet. Et donc, elle partait sur la vision, pour répondre à votre question, de la définition de la QVT, de l'accord national interprofessionnel, et ensuite la vision de Daniel Kahneman, dont elle est particulièrement fan. Moi, ce que je vais rajouter par rapport à ça, c'est que la définition officielle dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de 2013 dit que la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail perçu individuellement et collectivement. Donc, c'est un sentiment avant tout, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et ensuite, pour que la qualité de vie au travail devienne un vrai sujet porté stratégiquement et qui, du coup, va avoir des effets sur le terrain, la qualité de vie au travail prend la forme d'une démarche QVT. On dit maintenant d'une démarche QVCT. Et donc, une démarche QVT-QVCT, un plan d'action complet qui permet à la fois d'interagir sur les conditions de travail extrêmement concrètes que vivent les travailleurs et les travailleuses, et donc de prendre soin de leur sentiment de bien-être et de réalisation personnelle au travers du travail. Donc, d'où, et je vais te redonner la parole dans un instant, Maga, d'où l'idée que vous entendez de manière sous-jacente dans ce qu'exprime Magali, que si on sait comment les gens se sentent au travail, est-ce qu'ils ont les moyens de bien faire leur travail, est-ce qu'ils sont satisfaits de l'expérience collaborateur qu'ils vivent, alors évidemment, c'est une matière qui est absolument précieuse à valoriser en marque employeur, et que par contre, si quand vous prenez le soin d'écouter les travailleurs et les travailleuses, vous vous rendez compte qu'il y a des cailloux dans la chaussure, des petits gravillons, mais parfois des gros cailloux, alors la démarche QVCT devient le moyen en curatif d'aller régler des paramètres pour faire en sorte que le niveau augmente un peu avant d'aller fanfaronner sur les workplaces. Juste, je rebondis, si tu me le permets, avant de Bien sûr, vas-y. C'est ton webinaire en même temps. Hein. Oui, mais le coup des cailloux dans la chaussure, moi, j'ai développé une théorie à ce sujet-là. C'est-à-dire que le petit caillou dans la chaussure, demain, si on le laisse, il peut faire une plaie béante. Ouais. Il n'y a pas besoin des gros cailloux dans la chaussure. Et je crois que c'est Teresa Amavi, qui est une chercheuse d'Harvard, qui a démontré en fait qu'en réalité, c'est des petites actions du quotidien qui défendent la qualité de vie au travail et pas les grands trucs extraordinaires. Donc, il y a une attention quand même toute particulière à porter à ça. Et d'où l'écoute nécessaire des salariés pour pas laisser traîner des sujets. Et voilà. Je reviens à mon propos. Tu avais donc 4 facteurs et tu en avais fait 2. J'en ai fait 2. Le troisième, c'est le sens. En gros, quel est le sens que je donne à mon travail? On essaye souvent de donner un sens pour les autres. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher quel sens, pourquoi le travail est important pour moi, en fait. Et d'essayer d'apporter de la visibilité à chacun des collaborateurs, puis au collectif, sur ce sujet-là. Et le quatrième, c'est les feedbacks. Et ça fait le lien avec la reconnaissance, c'est-à-dire comment est-ce que je sais si ce que je fais est OK ou pas OK? Est-ce que je réponds aux attentes ou pas? Et on voit bien que dans ces grands critères, en fait, n'apparaissent ni le salaire, parce que c'est souvent la question posée derrière, et alors le salaire, ça fait pas partie de la QVT, ni les avantages dont on a parlé, qui sont plutôt en lien avec ce que moi j'appelle les éléments de satisfaction au travail. En fait, pour moi, il y a une vraie différence entre les éléments de satisfaction au travail, qui vont être des éléments qui vont permettre d'attirer des collaborateurs. Dedans, on va trouver les salaires, les paniers de fruits, le yoga, etc., qui peuvent participer. J'ai rien contre. Mais là, quand on se demande si je suis satisfait au travail, on fait quoi? On fait une analyse rationnelle, en fait, entre les plus et les moins. Or, ce qui est démontré aujourd'hui, notamment grâce à Daniel Kahneman, c'est que ce qui va faire qu'un collaborateur reste, s'implique et devient performant, c'est pas ce qu'il pense de son travail. C'est ce qu'il ressent à l'occasion de son travail. Alors, je sais, ça fait peur, on parle d'émotions. Dans le monde de l'entreprise, c'est un peu, voilà, on pourra en conclure que du coup, ça n'a rien à faire dans ce sujet-là. Alors, et encore, mais c'est clairement pas le cas. Alors, c'est pas de la responsabilité d'une entreprise de rendre heureux ses collaborateurs. Je ne vais pas dans ce sens-là non plus. Très clairement, spoiler alert, on peut rendre personne heureux. Déjà de soi-même, c'est compliqué. Donc, espérer rendre heureux les autres, voilà.
En revanche, une entreprise, elle peut développer un environnement qui soit favorable à ce que chacun, en fonction de ce qu'il est, puisse s'épanouir. Et donc, et l'autre deuxième sujet, c'est que c'est pas de dire il faut être heureux tout le temps, machin, etc. On n'est pas dans le monde de Mickey, très clairement. C'est plutôt, est-ce que je ressens le plus souvent des émotions agréables versus des émotions désagréables à l'occasion de mon travail. Et si à un moment donné, la balance va dans un sens ou dans un autre, ben moi, en tant qu'individu, je peux avoir des moyens d'agir. Ne serait-ce que déjà en commençant par parler, etc. Donc, ce qui concerne le yoga et tout ce que je considère être comme des avantages, je pense que c'est très important de respecter deux principes à ce sujet pour éviter de créer de la souffrance, mais pas pour créer de l'activité. Un, c'est faire en sorte que ce qu'on propose soit juste. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que les règles liées à tout ce qui est avantages salariaux, etc., soient transparentes. Alors, transparentes, je ne demande pas d'afficher les salaires de tout le monde partout. Très clairement, on n'est pas dans une société aujourd'hui, en tout cas la plupart du temps, qui est prête à ça. Alors, il y a des entreprises qui en sont capables. De manière globale, c'est encore pas vraiment le cas. En revanche, qu'il y ait des règles qui soient clairement établies pour expliquer pourquoi je suis à tel niveau, comment je gagne ma rémunération, comment je peux augmenter, et que ça soit juste par rapport au, j'allais dire, au marché, à mon investissement, etc., et que ça soit expliqué, oui. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Christine. Oui. Eh oui, eh ben on va demander ça à Magali. Magali, tes conseils pour valoriser efficacement qui l'on est et ce qu'on fait. Alors, Par exemple, moi, je suis vice-champion olympiste de décrochage de téléphone. Bon, si jamais demain je veux rentrer dans un grand standard, hein, bonjour, qu'est-ce que je... C'est ça que les gens veulent savoir. Je pensais avoir compris ta question. Mais du coup, vu que tu me parles de toi en tant que candidat, je m'avoue être un peu plus perdu. Ça n'a rien à voir. Ok, on est d'accord. Marco, c'est une marque à lui tout seul, en fait, tu vois. Répondons plutôt à Christine. Comment valoriser efficacement qui on est et ce qu'on fait, quoi. Alors, pour moi, la première étape, c'est de clarifier. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est survolté aujourd'hui. Ah, c'est déjà de clarifier son positionnement en tant qu'employeur. En gros, qu'est-ce que je propose aux gens qui vivent chez moi? Ce qu'on appelle le VP en termes anglo-saxons. En gros, c'est quoi qui fait que mon entreprise, quel que soit son secteur d'activité, est différente de celle de mon concurrent, par exemple? Qu'est-ce que je vais proposer aux collaborateurs dans mon entreprise qui me rend unique, que ce soit pour les gens qui sont déjà présents ou pour ceux qui vont venir. Et puis derrière, communiquer également et de manière assez transparente sur les valeurs de mon entreprise. Alors, je tiens à préciser, c'est bien joli d'avoir des valeurs affichées sur un mur, c'est déjà le premier niveau, mais ces valeurs, elles doivent être traduites par des actions concrètes, sinon ça reste des mots. Moi, je pense souvent à l'exemple d'Enron, qui avait des valeurs magnifiques sur le papier, dont la transparence et l'honnêteté, et qui ont déposé le bilan parce qu'ils avaient arnaqué tous leurs clients et fait des malversations. Donc c'est bien joli d'écrire que on est honnête, qu'on valorise la transparence et derrière ne pas le relier aux faits. Ça n'a pas de sens en fait, et y compris d'un point de vue économique. Et puis surtout, pour moi, impliquer aussi les collaborateurs dans la définition de cette culture d'entreprise. Et encore une fois, j'y reviens, on va dire que j'y crois vraiment, c'est d'aller demander leur avis. C'est quoi que tu vis, toi, en tant que travailleur? C'est tout quoi que tu vis, toi, en tant qu'équipe, dans cette entreprise? Pour éviter ce décalage qu'on a trop souvent entre la perception interne, dont tu as parlé tout à l'heure, et la perception externe. On l'a vécu ensemble, Manu, quand on est allé notamment faire des séminaires, un séminaire de chef d'entreprise dans le secteur du TP, quand on a fait écrire aux gens qu'est-ce qui était leur proposition, il y a eu des vraies belles découvertes en fait.
de choses qu'on fait. On parle souvent de Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Faire cet exercice de se poser, de voir ce qu'on fait tous les jours, mais qu'on oublie de valoriser, qui peuvent être des petites actions simples. Ben, c'est super important. Et d'y inclure, si possible, son équipe, c'est chouette aussi, quoi. Ouais. Et c'est ça qui fait la véritable différence. Alors, je vais peut-être répondre un peu à ta question, Marc. C'est exactement le conseil qu'on donne également aux candidats quand ils sont sur le marché du travail. Arrêtez de nous faire une liste à la Prévert de compétences techniques, surtout quand vous sortez d'un diplôme. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un candidat ou l'autre? Quand on sort à diplôme égal, c'est pas ce que vous savez faire ou ce que vous avez appris, c'est qui vous êtes. Et c'est ça qu'on doit valoriser. Bien sûr que ce qu'on fait, c'est important. Mais c'est qui on est, qu'est-ce qu'on propose réellement. Et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, en fait. Il faut juste que ça soit authentique. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment envie de rebondir là-dessus. Tu utilises les mots que j'allais employer quand je repense à ce séminaire ou à bien d'autres cas où finalement, quand on a des dirigeants, des recruteurs en face de nous et qu'on leur dit c'est quoi votre proposition de valeur employeur, c'est quoi le message que vous faites passer pour attirer les candidats, et que finalement, plein de bonne volonté, en face, on a un chef d'entreprise qui nous dit, alors notre entreprise, créée en 1942 par papy, qui travaille dans tel secteur d'activité, qui a 27% de part de marché, vous propose un poste. Et en fait, on a envie de leur dire, oui, mais c'est quoi l'expérience que je vais vivre si je viens chez toi? Parle-moi de ta boîte, parle-moi de ce qui s'y passe, parle-moi de l'expérience que je vais vivre si j'intègre ton équipe. Toutes ces informations extrêmement factuelles, rationnelles, évidemment, elles méritent d'exister à un certain endroit, mais les candidats, quand ils sont en face du recruteur, en général, ils ont déjà l'info. Enfin, voilà, c'est cette dimension sensible qui fait qu'à un moment donné, le candidat, il va avoir envie. C'est pas simplement besoin de l'emploi, c'est aussi envie de l'emploi. Et pour ça, le recruteur, il faut qu'il ait déjà, faut qu'il parle avec son cœur. faut que lui-même, il soit complètement emprunt et extrêmement fier de sa boîte, qu'il soit lui-même hyper aligné avec le message qu'il porte, mais qu'il faut que ce message qu'il porte, il faut qu'il en soit sûr. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est que si on ne fait pas un audit QVT, puis un vrai audit QVT, on va se faire une petite parenthèse pub dans un instant quand même, on va parler de ce qu'on fait chez Wunjo. Si on ne prend pas vraiment le soin d'aller faire ce que tu appelles l'écoute salariale, Magali, c'est-à-dire écouter les gens et leur dire qu'est-ce que vous vivez vous, du coup, quelle est la parole qu'on va pouvoir porter auprès de nos candidats, droit dans les yeux, pas en leur faisant une surpromesse, mais vraiment juste en leur racontant, en leur restituant ce qui a été déclaré par les personnes qui sont en poste. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la marque employeur, c'est-à-dire de l'attractivité pure, pour moi, j'en fais aussi une condition de l'efficience du recrutement même. Je m'explique. Très souvent, sur le terrain, les clients qu'on accompagne déplorent le fait qu'ils reçoivent soit trop de candidatures, soit pas assez, mais quand ils en ont trop, des candidatures qu'ils considèrent comme complètement déconnectées de leurs besoins et de leurs attentes. Et en fait, il y a cette expression que j'aime bien, c'est parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Comment espérer que des candidats soient engagés, motivés et fassent autre chose que du blabla si nous-mêmes, on leur sert un message pré-mâché qui ressemble à tout sauf à ce qu'on est. Et on en revient à ce principe de réciprocité, des attentions à nouveau. Alors oui, c'est clivant, parfois, d'oser prendre la parole et d'être authentique. En revanche, ce que je peux garantir, et c'est pas juste un truc qui m'est passé par la tête, c'est quelque chose que je constate tous les jours sur le terrain et que j'ai constaté tout le long de ma carrière en RH, si on parle vrai, peut-être qu'on attirera moins de candidats parce qu'il y en a certains qui feront le choix de ne pas répondre. En revanche, ceux qui répondront, on a quand même beaucoup plus de chances qu'ils soient alignés avec ce qu'on attend, que ce soit en termes de compétences techniques, mais également de personnalité, de valeur, que l'inverse. Donc, un recrutement plus durable. Exactement. On a durable et un recrutement de tout court. Ouais. J'ai envie de lancer la petite parenthèse publicitaire. Vas-y. Je vous explique, cher public. Donc, chez Wunjo, on a façonné depuis 2020 un nouveau modèle pour arriver à diagnostiquer, à faire la cartographie de ce qui fait la qualité de vie des travailleurs et des travailleuses. Et ce modèle-là, il a été opérationnalisé dans un questionnaire qui s'appelle MaQVT, qui est un outil qui permet de faire des diagnostics de QVT personnels et qui permet aussi de faire remonter les données pour faire une photo, un scanner de qui est l'équipe. Et on avait envie avec Magali de vous partager un rapport.
Donc voilà, juste quelques écrans pour que vous compreniez un petit peu à quel type de résultat on peut parvenir. Imaginez l'étude de cas d'une entreprise. La recruteuse cherche à faire rentrer des nouveaux talents dans l'équipe dont là, je vais vous présenter le rapport. Et elle a envie de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette équipe. Et sur l'un des graphiques qu'on obtient avec ma QVT, on a la possibilité de connaître les aspirations de l'équipe, de cette personne qui est l'équipe. Et là, vous voyez, l'équipe en question, c'est une équipe qui, sur les 5 grands leviers, grandes attentes qu'on peut avoir à l'égard du travail, est extrêmement drivée par la dimension matérielle. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va avoir besoin de bien gagner sa vie, d'être reconnue par des gestes de reconnaissance qui sont de l'ordre du matériel. Donc là, déjà, si en face, dans la communication de recrutement, on a la possibilité de mettre en avant des facteurs qui sont de l'ordre du financier et du matériel, alors on a plus la chance d'attirer un candidat qui va se retrouver dans cette équipe qui tourne à ça. Mais dans cette équipe, vous voyez que ça ne tourne pas qu'à l'argent et il n'y a aucun problème, encore une fois, pour tourner à ça. C'est une équipe qui tourne au lien social. C'est une équipe qui a profondément besoin de nourrir la qualité de sa vie sociale, de ses liens, de vivre une expérience collective épanouissante quand il travaille. Donc là, si vous proposez le poste en tant que recruteur à quelqu'un qui est profondément, qui aime bosser solo, qui n'a pas envie d'être en coopération, qui n'est pas très fanat d'un esprit un peu start-up, avec des after-work, qui a vraiment envie de bosser en mode silo, ça va être très compliqué pour cette personne de trouver sa place dans l'équipe. Ou alors, il faudra l'exposer très clairement et que ça soit un contrat relationnel dans le cadre de l'équipe. Un autre exemple dans ce rapport, et je m'arrêterai à ça et on pourra montrer d'autres écrans tout à l'heure sur d'autres sujets quand on sera sur le volet très, très action. Dans cette équipe, quand on évalue le degré d'engagement, on voit qu'il y a 83% de degré d'engagement. Il y a des choses qui tirent vraiment vers le haut. C'est une équipe qui a la valeur. C'est pas vraiment une valeur, le travail, mais bon, qui place beaucoup d'importance au fait de travailler et qui prend vraiment les choses à cœur. Donc, on va être dans une équipe qui va être extrêmement consciencieuse, des personnes qui vont dépasser leur fiche de poste, qui vont vraiment avoir envie de bien faire leur travail, qui parlent globalement, positivement de leur boîte et qui sont impliquées dans la réussite collective. Mais par contre, vous voyez, on décroche en haut à droite sur le sentiment d'attachement à la structure. Ici et maintenant, cette équipe, quand elle est auditée, ce que révèle le diagnostic MAQVT, c'est qu'il y a une forme de déconnexion affective qui est en train d'opérer entre l'équipe et l'entreprise. Et donc ça, c'est hyper intéressant à diagnostiquer avant, encore une fois, d'aller fanfaronner sur les réseaux sociaux ou en relançant en long, en large et en travers les collaborateurs en leur disant « Mais attendez, vous devriez être les premiers à nous aider à recruter. » Là, on est face à une équipe qui est en train de ressentir une forme de déconnexion affective. Et si vous regardez sur la gauche la désirabilité du poste, il y a aujourd'hui dans cette équipe des facteurs en termes de conditions de travail qui font que chaque jour, l'expérience du travail est complexe et que le poste en tant que tel n'est plus aussi attractif qu'il a pu l'être. Donc pour nous, il y a urgence en termes de conscience professionnelle à aller comprendre qu'est-ce qui fabrique cette dégradation d'attractivité avant de s'occuper de l'externe. Vas-y, Service après-vente AQVT, bonjour. Bonjour Emeline. Oui. Ah oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de ça. Oui. Ouais. Allez, on l'intègre. Allez, c'est parti. Bam, attention Magali. Est-ce qu'on doit intégrer les notions RPS dans toute cette prise de conscience QVT et marque employeur? Alors, pour moi, la QVT, c'est de la prévention. C'est le meilleur moyen quand même de prévenir les risques psychosociaux. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à distinguer ces deux notions pour être tout à fait honnête et transparente. Quand on en vient à se préoccuper du curatif sur des RPS, c'est que la QVT en amont, c'était probablement une couche du millefeuille et pas intégrée à la culture. Quand on fait du lien avec la marque employeur, là pour le coup, très honnêtement, je vois moins je trouve pas ça super fun de dire venez chez nous, on n'a pas de RPS quoi. Tu vois, je suis pas sûre que ça soit réellement quelque chose
Mais j'ai vraiment du mal à répondre à cette question parce que pour moi, je ne fais pas de distinction. En fait, c'est des termes différents qui viennent de courants de passé différents, d'évolution aussi de l'avancée des recherches, des prises en compte, des prises en considération. Moi, quand j'entends risques psychosociaux, je pense DURP, je pense annexe du DURP et analyse des risques psychosociaux. Je pense à mes relations avec le CSE. Enfin, tu vois, voilà. Pour autant, la QVT, pour moi, c'est au-dessus de tout ça, Ouais, quoi. c'est chapeau. Ouais, je suis très, très alignée avec ça. En fait, moi, pour répondre à cette question, ce que je dirais intuitivement, puisque je vois sur le terrain, c'est que si on est sur un niveau de RPS extrêmement élevé, on est sur des conditions de travail dégradées et donc on est sur une marque employeur interne qui est défavorable. Donc j'aurais envie de dire vigilance à aller dépenser de l'argent sur, sur de la com externe et de la marque employeur et priorité à faire en sorte d'enrayer un travail souffrance en interne. Ça serait la première réponse. Et la deuxième, comme tu le disais, Magali, aujourd'hui, il n'y a plus un seul environnement de travail où il n'y a pas des RPS. Le travail comporte une dimension souffrance, des contraintes et des efforts, et c'est ainsi comme l'activité professionnelle veut ça. Après, il y a des activités qui sont plus ou moins soumises intrinsèquement à de l'exposition, à des tensions émotionnelles. Je sais pas, moi, être Maga, elle a un casque, là, travailler sur un plateau de service après-vente au service réclamation d'un grand opérateur téléphonique, je pense que c'est compliqué si on a du mal à gérer la pression, le stress et si on a des difficultés avec les conflits. Donc, il faut être aussi très honnête au départ par rapport à la photo du poste et de l'environnement de travail. Et tu donnes un excellent exemple. Alors, quand je te disais au démarrage, je crois qu'il faudrait faire tout un sujet sur la notion de pression temporelle. Il y a aussi ça, parce que moi, je me suis quand même vachement interrogée sur, OK, factuellement, on n'a jamais aussi peu travaillé en temps que les 20 dernières années, grosso modo, en France en tout cas. Mm. Pour autant, on n'a jamais été aussi malheureux. Il est où le sujet? Et effectivement, c'est là où je me suis intéressée à cette notion de pression temporelle. Et un des facteurs qui vient, et c'est là où on revient à l'émotionnel en fait, hein, qui vient aggraver cette situation et donc augmenter le risque, c'est un, la notion d'incertitude, et deux, la notion de sanction. Et typiquement, quand tu prends l'exemple des plateformes, du SAV, alors on va pas trop le dire à Marc parce que sinon il va nous faire un burn-out, mais tu as les deux qui sont réunis en fait. Quand tu décroches ton téléphone, tu sais pas si tu vas te faire engueuler. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Pourtant, tu dois avoir des quotas, etc., etc. Pour autant, ces gens-là, ils bossent 7 heures par jour. Tu vois, on pourrait se dire, bah, voilà, ils sont pas non plus débordés. Ouais, mais si, en fait, il y a quand même un certain nombre Sur l'intensité. d'éléments favorisants à ce sujet. Et le deuxième, c'est la notion de sanction. Et la sanction, c'est pas forcément de se faire taper sur les doigts par son boss, hein, parce que nous, êtres humains, on est quand même juste extraordinaire. On est capable de se foutre le même niveau de pression que la sanction, elle vienne de l'extérieur ou de l'interne. Donc, il y a aussi ça. Après, je voulais quand même rebondir. Le fait qu'on parle des RPS liés à la QVT, je voudrais pas qu'on oublie que il n'y a pas que les RPS qui sont en lien avec la QVT. Il y a tous les autres risques professionnels et physiques. Mm. Parce qu'on le sait, quand on est mal dans son travail, le nombre d'accidents de travail, il augmente. Ouais. Nos conditions de travail au quotidien, y compris cette notion de sécurité physique, fait partie des conditions de travail et donc de la qualité de vie au travail. Donc je voulais juste remettre une couche là-dessus, parce que pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. Ouais, C'est c'est ni ça. On crainter ma n'est sécurité pas en un corps général. d'un côté et un Ouais, cœur une de tête l'autre. de... Maga, j'aimerais qu'on profite des 10 minutes qui nous restent pour que tu nous parles que tu nous donnes des conseils extrêmement pragmatiques, vraiment centrés hyper recrutement, tu vois, offre d'emploi, processus de candidature, etc. Ok. Bah, effectivement, alors si on en revient, on va revenir à l'origine, hein, on va reparler du processus de recrutement et puis on parlera peut-être de la marque employeur en général. Euh, En gros, pour moi, tu l'as cité tout à l'heure, donc je pense que de fait, les gens l'ont compris, mais se poser la question sur moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je propose? Et du coup, pour tout simplement l'écrire, déjà en amont, donner un petit peu pourquoi nous rejoindre. En fait, il y a souvent cette pourquoi nous rejoindre. Et très souvent, derrière, tu as la liste de tous les avantages, dont, je vais me faire plaisir, remboursement de 50% des frais de Les transport. déplacements.
Ouais, voilà. Spoiler alert, c'est la loi. Et mutuelle, pareil, qui ne sont donc pas des avantages, mais juste ce à quoi n'importe qui peut prétendre parce que c'est juste la loi qui l'impose, quelle que soit la taille de la structure. Parenthèse fermée, je me suis fait un peu plaisir. Dire, ben voilà, nous rejoindre, c'est vivre ça, quoi. L'écrire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être beau. Pareil, il y a eu un phénomène pendant un moment où j'ai constaté où toutes les entreprises, j'exagère, mais beaucoup d'entreprises se sont mis à écrire à la mode start-up. Si tu es comme ci, comme ça, nanana, rejoins-nous, voilà ce qu'on te propose, nanana, avec un espèce de discours marketé très clairement. Et, très jazz, très funky. Ouais, mais voilà qu'on pense adapter à n'importe quelle personne de la génération Z pour les attirer. Non, ça marche pas non plus, quoi. Si derrière, vous voyez les gens en interne qui sont tous poussiéreux, hyper, voilà, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Donc, se poser la question de qui on est, comment on s'adresse aux gens, qu'est-ce qu'on vit, et l'écrire. Et ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. Ça, c'est dès l'annonce. Parler des valeurs de l'entreprise, mais en expliquant très rapidement, et ça peut se faire de manière synthétique, comment ça se traduit dans les faits. Ouais, dans les comportements. Ouais, c'est ça. Comportement vécu, attendu, etc. Simplifier les process de candidature aussi. Alors, je suis pas fan du tout de la mode actuelle qui consiste à vouloir tout faire en 2 secondes sans faire zéro effort. Pour autant, je considère que passer par un assessment center, cet entretien et devant un jury, etc., pour recruter un alternant, c'est quand même un petit peu excessif, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu courant. Ou demander à des gens de réaliser un travail qui demande plusieurs journées. Enfin, faut arrêter, quoi. Non, puis en fait, le processus de recrutement, il est déjà hyper révélateur de ce qu'on va vivre dans la boîte, d'une culture de la confiance, du contrôle. Ouais. Sans parler des recrutements qui n'associent jamais le manager ou alors où la future équipe de collègues, elle n'a même pas la possibilité de choisir entre les 2 ou 3 derniers candidats, quoi. Ouais. Alors en fait, moi, enfin, je suis assez classique là-dessus, hein, mais moi, mon conseil, c'est éventuellement un pré-entretien téléphonique pour valider des points qui seraient pas clairs sur un CV, pour présélectionner. Se dire, ben, on voit 5 personnes au total et maximum, tu vois, et 2 entretiens. Si possible, la même journée pour faire éviter, et sur une même demi-journée pour éviter de faire voilà, un entretien RH, un entretien opérationnel. Et alors, quand on est très mature, mais là, ça demande quand même du boulot, intégrer les collaborateurs à la prise de décision. Ça pourrait être une 3e étape à rajouter, mais ça demande de la formation. Très clairement, je ne peux pas le conseiller à tout le monde. Parce qu'il faut que les collaborateurs eux-mêmes soient formés, qu'ils aient envie, etc. Donc, ouais, simplifier au maximum le process. Ça ne veut pas dire ne pas le rendre complexe, mais pas compliqué. C'est clair ma nuance entre les deux? Ouais, très très bien. Est-ce que tu peux nous... Service après-vente à QVT, bonjour. Ben, c'est quasiment fini là, hein? Oui, c'est Marco, oui. Ah, moi, je suis standardiste, moi. Attention, standardiste professionnel. Hein. Donc, moi, c'est tout ce qui est... c'est pour moi. C'est tout ce qui est standardisation. On peut continuer, Marco? Oui, mais c'est ça, en fait, on le gêne. Tout va bien. C'est pour me proposer un poste. C'est pour me proposer un poste, justement. C'est un recrutement? C'est par rapport au recrutement? Oui, ce serait pour quel poste? J'ai pas envie de le perdre, moi. Le poste à la cantine? Ah, la cantine, ça serait de m'intéresser, oui. Oui, on se voit au prochain SAV. Oui, la cantine, oui, j'aime bien. Surtout si le vendredi, il y a des frites. L'un de ces facteurs. Et ça, en fait, tu ne devrais pas le faire. Ça doit pouvoir être compatible de bosser à la cantine. Franchement, je vais y réfléchir. Ouais. Parce que sinon, bon, le SAV sans Saint-Marco, ça va être compliqué. Quelle blague. Maga, pour conclure ce SAV, moi, j'aimerais bien venir te chercher sur peut-être, je sais pas, 1 ou 2 conseils hyper pragmatiques de dispositifs de QVT que tu as vu mis dans des boîtes qui ont permis de rendre la marque employeur attractive. Allez, 2 cas qui te viennent comme ça.
pour conclure avec le lien entre politique QVT et marque employeur. Euh, Tu m'avais parlé de feedback quand on a préparé cette émission. Ouais. J'essaye de voir ce qui pourrait être le plus pertinent et qui éviterait les redondances, parce que sinon les gens vont se demander si Tu auras j'ai d'autres pas un petit problème. Ouais, voilà, un petit problème. Mais bon, enfin, en même temps, j'ai des convictions assez fortes au cas où ça se serait pas repéré. Moi, je veux parler d'un premier cas d'une boîte qui démarre, qui est une boîte qu'on a accompagnée sur ce sujet-là, et qui recherchait à recruter ses 2 premiers collaborateurs. Donc, parler de culture d'entreprise, quand, en fait, entre guillemets, on existe quand associé. La première fois que j'ai évoqué ça avec un des dirigeants, il m'a regardé un peu genre, t'es gentil, mais voilà. Et en fait, en travaillant, en expliquant, etc., on a réussi à établir clairement leur VP, hein, c'est-à-dire ce que eux étaient capables de proposer à date avec ce qu'ils sont, parce que ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'une culture d'entreprise, ça évolue dans le temps. Aujourd'hui, et ce qu'ils espéraient et attendaient de leur candidat idéal. Et on est parti tout simplement de leurs propres valeurs, à eux en tant que personne, en tant qu'employeur. Et on a pu rapidement construire ça, et ça nous a permis derrière, effectivement, déjà de nous adresser aux candidats dans les annonces de manière beaucoup plus alignée, mais également dans tout le process de recrutement. C'est-à-dire que de ce qu'on veut vivre et faire vivre, vont découler aussi des profils qui vont potentiellement plus ou moins, voilà. Donc derrière, toute la grille de questionnement de l'entretien, parce que j'ai oublié de le dire, mais l'entretien, il faut qu'il soit structuré, le pifomètre, ça marche moins bien. Bref. Ben, ça nous a permis de construire tout ça, et aujourd'hui, le retour, il est clair, on est 6 mois après. Ils ont réussi à intégrer leurs 2 personnes, et les échanges que j'ai eus, et ce que je peux constater, c'est que, ben ouais, ça leur a fait gagner un temps de dingue. Ouais, parce que c'est 2 recrutements réussis, 2 personnes qui s'impliquent sur ce qui, à ce stade-là, t'imagines, ils ont doublé leurs effectifs. Mais c'est stratégique, les premiers emplois, bien sûr. Voilà. Deuxième exemple, hyper court, pour qu'on respecte le timing. Ah oui, pardon. Deuxième exemple, là, pour le coup, c'est plutôt une structure qui a voulu s'étendre, qui existait, familiale, etc., qui a voulu s'étendre notamment en ouvrant son réseau à la franchise. Et dont l'objectif était le gros questionnement, c'était comment on continue à attirer des gens avec notre marque de fabrique, sans trahir notre ADN familial, mais tout en s'étendant. Et en fait, on a travaillé là-dessus, sur ce que vivaient les gens en interne, ce qu'on pouvait proposer, ce qu'on voulait reproduire. Donc en fait, on a accompagné les managers des nouvelles structures sur toute cette question-là, sur comment on parlait de ça, comment on mesurait ce qu'on pouvait attendre, pour continuer à faire vivre l'esprit, en fait, qui clairement avait fait la réussite. Moi, ce que je retiendrais, tu vois, comme idée clé, presque un peu chapeau transverse de tout ce que tu as exprimé, Magali, c'est que, en fait, il y a une vraie possibilité de ne pas dépenser énormément d'argent à faire plein de choses et à investir dans de la com externe, etc. À partir du moment où on fait preuve de bon sens, qu'on revient à une forme de fondamentaux et qu'on se pose, qu'on se demande vraiment qui on est, ce qu'on fait qui est chouette, qu'on est sincère. Et finalement, moi, ce que je retiens, c'est un propos très, très simple et très humaniste, finalement, dans ta vision, la marque employeur. Comme quoi, c'est pas réservé qu'aux grandes boîtes. Non, et moi, je pense sincèrement qu'on a, et c'est très utile, utiliser des concepts, plaquer des concepts marketing sur quelque chose qui est finalement de l'ordre du vécu et du bon sens. Ouais, je suis assez, enfin oui, bon sens, je sais pas si on peut dire humaniste, mais oui, bon sens. Pour finir, parce que évidemment, on pourrait rester encore avec vous longtemps. Vous avez vu que Magali, elle est assez inarrêtable. Si vous avez envie de poursuivre les échanges, vous pouvez demander à être recontacté. Vous avez un bouton qui doit apparaître quelque part en haut de votre écran. Vous pouvez nous envoyer un petit message tout simplement. Et puis Magali, comme moi, on pourra poursuivre la conversation. J'avais envie de vous dire que Magali, elle intervient sur le terrain, on le disait en préambule,
pour accompagner des organisations, que ce soit des toutes petites entreprises ou des très grandes, faire du conseil et de l'accompagnement sur les stratégies marque employeur, donc quelque chose vraiment sur le volet très stratégique, mais aussi extrêmement opérationnel. Donc, elle va faire du conseil, mais aussi des interventions pour faire des transferts de compétences et de l'accompagnement opérationnel. Et puis, elle est accessoirement coach professionnel. Donc, souvent, et on n'aura pas eu le temps d'en parler ce matin, mais il y a aussi besoin d'un accompagnement des dirigeants, des managers et des recruteurs pour que justement, eux, à titre personnel, ils soient complètement purs, j'ai envie de dire, avec le message qu'ils ont l'intention de faire passer pour qu'ils le vibrent profondément. Et donc ça peut passer par de l'accompagnement individuel. Sachez que Magali fait partie de notre petite team d'animateurs et d'animatrices de fresques de la QVT, qui est un format assez génial, qui a été inventé par Wunjo il y a 2 ans et demi et qui permet sur un format 2h30, 4h ou le top du top, une journée, 7h, de partager une culture qualité de vie au travail, de réaliser un audit avec notre fameuse web application et de coécrire un plan d'action permettant justement à chacun individuellement de s'engager dans une démarche de préservation de ce qui va bien et d'amélioration de ce qui va moins bien et finalement de les embarquer dans cette démarche de marque employeur en passant par l'interne pour ensuite aller sur l'externe. Si vous avez envie de tester ma QVT, donc notre fameux outil qui permet de réaliser cette photo, ce scanner, Magali vous accompagne en tête-à-tête individuellement pendant 1 heure. C'est un cadeau qu'on réserve uniquement aux spectateurs et spectatrices de notre émission de télévision. Donc, n'hésitez pas à flasher le code ou à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat que nous envoie notre collègue Manon. Vous pouvez demander à réaliser votre bilan QVT personnel pendant 1 heure pour goûter à ce processus, guidé par Magali et ou des collègues de la team. Voilà, ce SAV s'achève. On pourra se retrouver le mercredi 19 mars sur le même créneau horaire de 11h à midi et avec un sujet qui va être très complémentaire puisque Nathalie Barnier, qui est également consultante, formatrice en qualité de vie au travail, qui est coach, qui est d'ailleurs une spécialiste de la reconstruction post-burnout, pour le petit clin d'œil, et qui a un très gros passé derrière elle d'accompagnement dans les projets de transformation, dans les projets RH, et qui a été responsable QVT d'une très grande entreprise française. Elle viendra nous parler des facteurs clés de succès lorsqu'on décide d'impulser une démarche qualité de vie au travail, ou lorsqu'elle a été lancée et qu'il s'agit de lui redonner un nouveau souffle. Donc, un SAV extrêmement pragmatique avec plein de partages de bonnes pratiques qui nous attend le 19 mars pour du coup rétro-pédaler un petit peu par rapport à ce que Magali expliquait aujourd'hui, revenir en arrière et se demander comment on peut se lancer dans une démarche correctement. Si le SAV vous a plu, merci de remplir le petit questionnaire de fin, ça serait super chouette pour nous donner votre point de vue. J'ai lancé la vidéo, pardon. Pour nous donner votre point de vue par rapport au SAV, nous dire quelle thématique vous voulez qu'on aborde. À l'écran, vous voyez afficher les 19 SAV précédents. On a une chaîne YouTube, donc vous pouvez tous les retrouver sans aucun problème sur notre chaîne YouTube. Merci Maga pour ce temps partagé. Merci pour l'accueil. Ouais, c'était très chouette. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À bientôt. Et du coup, je lance notre générique de fin. Allez, à bientôt.